Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle escapade des cultures. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la route Napoléon et commençons par Golfe-Juan. Tout commence le 1er mars 1815. Il est 3 heures de l'après-midi et Napoléon pose le pied sur Golfe-Juan. D'ici commencera son extraordinaire épopée des 100 jours et c'est de la plage que débute la très célèbre route Napoléon. Ce n'est pas la première fois que Napoléon atterrit sur Golfe-Juan et l'humble village de pêcheurs lui garantissait une sûreté pour commencer son périple après son abdication forcée et son exil sur l'île d'Elbe. Golfe-Juan aujourd'hui, c'est une ville rattachée à la commune de Vallauris, dans le sud de la France et à proximité d'une toute petite ville dont on vous a à peine parlé en début de saison, Cannes. Alors suivez-nous de Grasse à Grenoble en passant par Sisteron et découvrons ensemble, tel l'empereur Napoléon, les merveilles de ce trajet symbolique. Nous sommes à présent à Grasse et lorsqu'on arrive à Grasse, on ne peut s'empêcher de pousser la porte de la maison Fragonard qu'on a eu le plaisir de visiter aujourd'hui avec Solène. Alors ma première question, pourquoi Grasse est-elle la capitale mondiale du parfum ? Alors Grasse est la capitale mondiale du parfum car elle est au centre déjà des échanges commerciaux. Et ensuite à Grasse, on a un microclimat qui est propice à la pousse des fleurs odorantes. Donc on peut cultiver plein de fleurs comme par exemple la rose centifolia qu'on appelle aussi la rose de mai, le jasmin, la violette, le mimosa, qui sont toutes les fleurs les plus connues dans les parfums de luxe en fait. Voilà. D'accord. Et la maison Fragonard est implantée, vous me le disiez, depuis 1926 ? 26, exactement. Alors nous, Fragonard, donc on a plusieurs sites. On a notre usine historique qui est donc au centre-ville de Grasse, qui a été créée en 1926. Là où on fait tout ce qui est production de parfums, on fait la macération, on fait des savons. Ensuite, on a une usine à Èze, entre Nice et Monaco, où on fait tous les cosmétiques. Et vous avez cette usine-là qui s'appelle l'usine des fleurs, qui est la plus moderne, où nous avons donc comme pièce maîtresse le laboratoire. On a également les eaux de parfum, les eaux de toilette et les savons. Donc au niveau des visites guidées, vous pouvez visiter bien sûr les deux autres sites également. Après, Fragonard, c'est aussi énormément des boutiques, donc bien évidemment, mais après c'est tout un univers, c'est-à-dire que la famille est très collectionneuse. On a des musées au centre-ville de Grasse, vous avez des musées également à Paris, où vous allez retrouver des flacons de collection, des robes de collection, des peintures avec toute l'histoire du parfum depuis des années et des années. Et après, on a beaucoup de magasins. D'accord, alors si je comprends bien, Fragonard c'est plus qu'un parfumeur, c'est un art de vivre. C'est ça, c'est tout un univers. Vous avez le côté historique, Oui. le côté parfumerie, et vous avez également tout un côté qui est design, décoration, habillement, parce que nous avons également des boutiques où vous allez retrouver des vêtements, que ce soit pour hommes, pour femmes, des collections aussi pour les enfants, des produits pour la maison, de la décoration, de la vaisselle, voilà, plein de choses. C'est tout un art de vivre, comme vous dites, exactement. Un art de vivre que vous pouvez venir découvrir ici à Grasse et dont la visite est gratuite. Nous remercions la maison Fragonard de nous avoir accueillis, nous remercions Solène pour la visite. Et on peut retrouver, je crois, la parfumerie Fragonard sur les réseaux sociaux. Oui, alors on a Instagram et Facebook, et après vous pouvez nous retrouver sur notre site internet qui est www.fragonard.com. Voilà. L'odorat envoûté par les essences de la maison Fragonard, il est temps pour nous de prendre la route et de la hauteur, direction Castellane. Voici Castellane, village niché à la frontière entre les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence. Ce village a comme étrange particularité d'être la plus petite sous-préfecture de France avec ses 1600 habitants. Mais le point le plus intéressant demeure bel et bien son roc. Difficile lors de votre arrivée à Castellane de ne pas être impressionné par cette imposante falaise calcaire dominant le village. Le roc, véritable symbole, surplombe Castellane et la vallée du Verdon. Au sommet, c'est l'émerveillement, le sentiment d'être tout petit face à la majestuosité de la vallée. En récompense des courageux pèlerins, la chapelle Notre-Dame du Roc vous ouvrira ses portes à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Nous passerons la nuit au-dessus de Castellane, tandis que Napoléon décida de continuer jusqu'à Barème.
Après avoir traversé le col des Lecs et longé la rivière de l'As, Napoléon se reposa ici, dans la maison du juge Tartonson. Alors laissez-moi vous raconter cette petite histoire. Napoléon s'entretient longuement avec le juge, le maire et ses conseillers. Et ils repartirent tous pleins d'enthousiasme et d'envoûtement pour sa cause. À la fin du repas, l'empereur souhaite dédommager Tartonson pour le repas et la nuit. Ce à quoi le juge répondit poliment « Je ne suis pas aubergiste, je ne fais pas de notes ». Je vous propose maintenant de découvrir Digne-les-Bains, ou plus précisément ce qui en fait sa renommée, la lavande. Nouvelle étape de notre escapade des cultures sous la route Napoléon, arrêtons-nous à présent à Digne-les-Bains. Et lorsqu'on visite la ville, on ne peut s'empêcher de rencontrer, de visiter le musée de la lavande que Célia a eu le plaisir de nous faire découvrir aujourd'hui. Alors ma première question, elle est toute simple, pourquoi Digne-les-Bains est la capitale de la lavande? Alors, en fait, vous l'avez vu en visitant le musée, dans les années 1900, pour les acheteurs grassois qui souhaitaient trouver des bases parfumées de lavande, donc des huiles essentielles de lavande vraie, il n'y avait pas encore les coopératives qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, ils étaient obligés en fait, d'aller de campagne en campagne pour négocier le prix directement avec les producteurs. Et du coup, c'était long, c'était fastidieux. Les prix et les qualités étaient très variables d'un producteur à l'autre. Et en fait, Digne a mis en place en 1920 la foire de la lavande. Donc c'est une foire qu'on a toujours aujourd'hui et qui en fait à l'époque était une foire uniquement destinée à revendre les productions de lavande de tous les producteurs du 04. Et du coup en fait des acheteurs venaient de l'Europe entière pour acheter leurs produits pour la parfumerie. Et du coup donc la foire de la lavande durait une semaine et c'était exclusivement pour les professionnels et c'est ce qui a donné sa renommée à Digne. Du coup, après avoir fait la visite, on a remarqué qu'il y avait énormément de témoignages de gens qui ont travaillé la lavande, qui ont vécu avec. Ma question est pourquoi avoir partagé un peu d'histoire de ces personnes-là dans ce musée? Oui, alors nous en fait on est parfumeurs à la base. Et du coup en fait on voulait revenir, on est partenaire avec plein de lavandiculteurs locaux, donc qui nous fournissent nos bases parfumées. Et en fait on voulait revenir sur leur métier, parce que le métier de lavandiculteur c'est un métier qui est très particulier, qui a beaucoup évolué ces 100 dernières années, mais qui était un métier très difficile. Donc dans les années encore 1900-1920, c'était encore très peu mécanisé. Les récoltes se faisaient en montagne, parce que la lavande angustifolia est une plante de montagne. Ça se fait en été, vous avez vu les températures qu'il fait en ce moment chez nous. Voilà. Donc on voulait en fait un petit peu rendre hommage à ce métier qui est très peu connu, parce que du coup il se fait vraiment en vase clos, et que les gens en fait se rendent compte un petit peu de la difficulté et de l'évolution du métier. Et c'est aussi un métier qui a été beaucoup impacté par différentes crises, par la Seconde Guerre mondiale par exemple, voilà. Et on voulait en fait faire réaliser tout ça aux gens qui viennent à Digne. La lavande c'est aussi quelque chose de hyper central en fait dans l'économie de tout le bassin dignois. D'accord, donc du coup la lavande c'est le mélange entre la tradition, la modernité et le sentiment de partage. Ouais, totalement, c'est vraiment ça. Vous avez dû le voir d'ailleurs dans la vidéo de fin, où les lavandiculteurs vous racontent leur saison. Et il y a tout le village en fait qui vient à la distillerie pour aider, pour mettre la main. Et c'est très particulier. Ça ressemble beaucoup, je pense, aux vendanges par exemple. C'est un esprit vraiment très. Ça rapproche. De partage. Ouais, exactement. Merci au musée de la lavande de nous avoir accueillis. Je crois que vous avez des réseaux sociaux. C'est ça, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et découvrir aussi le site internet. Les liens sont en description. Poursuivons notre route vers Grenoble et arrêtons-nous, dans un château. Le 4 mars 1815, Napoléon arrive ici, à Maligé, et il demande à réquisitionner le château qui est juste derrière moi. Il envoie un officier qui demande d'allumer un feu, de préparer la chambre, etc. Bref, Napoléon arrive et il s'installe. Le marquis de Noguier, celui qui dispose du château, n'étant pas là. Amis voyageurs, retenez bien cette citation. Excusez-moi, j'ai envahi votre château, mais il n'y avait point d'autre local convenable pour me loger. Je vais vous donner bien de la besogne.
À présent, je vous propose de découvrir une ville emblématique des Alpes de Haute-Provence, Sisteron. Bienvenue à Sisteron, l'empereur n'a fait que s'y arrêter pour déjeuner, mais on ne pouvait pas passer à côté de cette belle ville des Alpes de Haute-Provence. Le rocher où repose la citadelle n'a cessé d'être fortifié depuis l'Antiquité. Vous l'aurez remarqué, la forme que nous pouvons observer aujourd'hui relève des travaux du célèbre Vauban. Petite anecdote, la citadelle a servi de prison aux Allemands qui y vont enfermer des prisonniers politiques pendant l'occupation. Ceux-ci seront délivrés le 21 juillet 1944 par les maquisards du groupe FDP. Cette évasion rend furieux le commandement allemand qui prendra une cinquantaine d'habitants en otage et attaquera le 26 juillet le maquis de Bayon. La route Napoléon est également traversée par de nombreux petits villages plus beaux les uns que les autres. Nous vous en proposons un petit palmarès. Pour l'avant-dernière étape de notre voyage sur la route Napoléon, je vous propose de découvrir un lieu chargé d'histoire. Direction La Fée. Avant-dernière étape de notre escapade des cultures, nous nous retrouvons ici à La Fée. Pourquoi La Fée? Eh bien parce que Napoléon y entra une fois de plus dans l'histoire. Il vint se reposer avec ses hommes lorsqu'il rencontra le 5e bataillon qui prêtait à l'époque allégeance au roi Louis XVIII. Laissons-nous porter par une dernière anecdote. Les soldats sont alignés au bord du lac et l'empereur dit: s'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, me voici. Le temps est venu pour nous d'achever ce voyage dans la ville de Grenoble, ultime étape de la route Napoléon. Et bien voilà, nous sommes arrivés à Grenoble où Napoléon y entra le 7 mars 1815 par la porte de Bonne qui était l'entrée principale de la ville. Il déclara également « Avant Grenoble, j'étais aventurier, à Grenoble, j'étais prince ». Merci de nous avoir suivis pour cette escapade des cultures sur la route Napoléon. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. La dure traverser l'école des Lecs et passer la rivière de l'As, Napoléon se retrouve. Ben j'ai pas fait le CM2, c'est pour ça, je sais pas recopier. Bon, au pire, je le fais à la couche, j'en fous si je me bafouille ou quoi. Non, non.